La modernité est un processus de transformation continue de nos sociétés. Elle peut se définir ainsi, comme un progrès organisé autour de l'industrialisme et de l'accumulation de capital. Il est apparu au XVIIe siècle, puis largement développé au XXe. La modernité au sens philosophique est une crise constante, un rejet de la tradition et une obsession pour le progrès ou la raison. La modernité façonne bien sûr nos vies, mais aussi l'art, à travers les sujets présentés d'abord, un intérêt pour la vie quotidienne, la rue, les évolutions techniques, sociales et culturelles. La modernité en art est aussi une réflexion sur l'objet artistique à travers un rejet des règles classiques, et une expression sur plusieurs médiums, peinture, sculpture, photographie, cinéma, art de la scène, etc. Nous allons nous intéresser à deux œuvres, La Parisienne d'Albert Glaise et Playtime de Jacques Tati. Quel regard portent-elles sur la modernité? En quoi sont-elles imprégnées de la modernité artistique? Né en 1881, mort en 1953, Albert Glaise est un des fondateurs du cubisme. Auteur de nombreux ouvrages théoriques, il évolue en parallèle d'Aubrac et de Picasso, à travers le mouvement du cubisme de salon ou de groupes tels que le groupe de Puteaux, autrement nommé Section d'Or. Ce dernier voulait donner au cubisme un sens plus large et rassembler art et science. La plupart de ses membres, tels que Duchamp, Apollinaire, Metzinguet ou Léger, sont admiratifs de la science et des mathématiques. Albert Glaise écrira avec Metzinger le premier traité sur le cubisme, du cubisme, en 1912. Il y pose les bases de la recherche cubiste de son groupe d'artistes. Le sujet est anecdotique. Il y a une recherche sur la relation sujet-objet. Il mène une recherche sur les volumes. Il parle de quatrième dimension. Le spectateur est actif. Il doit reconstituer la scène. Ce livre aura beaucoup d'influence sur le cubisme, mais aussi sur le Bauhaus en Allemagne par exemple. Il y défend l'idée d'une abstraction servant à mieux rendre compte de la réalité. Pour cela, Glaise est plus proche de Kandinsky et de Mondrian que de Braque et de Picasso, du moins sur le plan conceptuel. Glaise est démobilisé en 1915 d'une caserne à Toulouse. Il partira à New York avec sa femme, Juliette Roche. Il sera fasciné par cette ville, ses lumières, le jazz. Il rencontrera toute l'avant-garde artistique new-yorkaise comme Anne Ray ou Marcel Duchamp. À ce moment-là, on observe une rupture dans son style. Il semble quitter cette recherche déterminée et conceptuelle d'une nouvelle expression pittoresque au profit d'une ouverture sur le monde. Il peint ce qu'il voit et ce qu'il vit à New York, d'abord, puis à Barcelone, où il passera une année. Il voyagera encore un peu avant de rentrer en France à la fin de la guerre. Jacques Tati est un grand réalisateur français, connu pour Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle ou encore Playtime, film qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est un film comique sorti en 1967. Il suit deux personnages, Monsieur Hulot et une touriste américaine à Paris. Et c'est sans doute son film le plus ambitieux. D'un point de vue technique, ce film est une grande exception dans le cinéma français, déjà par la pellicule choisie, 70 mm. Cela nous a donné beaucoup de contraintes techniques. C'est lourd, cher, compliqué. On peut dire que Jacques avait un peu la folie des grandeurs sur ce film. Le film dure plus de 2h35. Jacques Tati a cherché au cours de sa carrière de réalisateur à montrer la démesure de la société moderne. Pour cela, la pellicule de 70 mm est un choix qui s'avère judicieux car elle lui offre un plus grand niveau de détail. Il peut donc montrer une ville à une échelle supérieure à l'échelle humaine. Le film lui-même est démesuré, avec certaines scènes très longues, comme celle du restaurant qui dure 44 minutes. Le film est aussi très novateur car certains dialogues en anglais et allemand ne sont pas doublés, pour renforcer l'impression d'extériorité du spectateur par rapport à la société. Nous avons fait reconstituer une ville entière en banlieue parisienne pour le film, un décor gigantesque. La construction de ce décor a mobilisé une centaine d'ouvriers, 1200 m² de vitres, 3500 m² de revêtements plastiques, 3000 m³ de bois et 45 000 m³ de béton. Au total, le tournage du film aura coûté plus de 3 ans et coûté 15 millions de francs. Un total énorme pour l'époque, surtout en comparaison avec le budget initialement prévu de 2 millions de francs. Jacques a même hypothéqué sa maison pour financer le film. Et ça a été un gros échec en France. Sa boîte de production a fait faillite, ça l'a beaucoup affecté. C'est son avant-dernier film et le dernier qu'il a pu monter. Tati, comme Glaise, se placent comme des sociologues. Ils cherchent à observer la société d'un point de vue extérieur, démarche fondamentalement sociologique, comme le définit Durkheim. L'extériorité est d'ailleurs présente dans les œuvres. La Parisienne qui découvre New York, ou Monsieur Hulot qui déambule dans une société qui lui est bien étrangère. Cette société, il l'observe à travers le médium le plus moderne à leur disposition, la peinture d'avant-garde pour l'un, le cinéma pour l'autre. Mais le constat qu'ils font est très différent. Dans le cas de Glaise, la modernité, que représente la société américaine, est très positive. Il utilise des couleurs très vives,
des formes libérées. Dans ce cadre, l'homme peut s'épanouir. Et on voit que les frontières entre le personnage et le fond sont assez vagues. Les deux se confondent. Au contraire, chez Tati, l'américanisation de la société est vue comme quelque chose de très négatif, avec une uniformisation à l'échelle mondiale. Les couleurs sont d'un gris uniforme tout au long du film. On voit des personnages qui font tous la même chose, une société bien terne. Tati tourne d'ailleurs la dictature de l'innovation et donc de la modernité en ridicule, avec une longue scène dans une foire de l'innovation. Tati montre cela malgré lui avec ce médium particulièrement américanisé qu'est le cinéma. En effet, avant la Seconde Guerre mondiale, un quota limitait le nombre de films américains projetés en France, mais suite aux accords Bloom-Burns, en contrepartie d'un prêt de l'État américain à l'État français, ce quota saute. Les productions hollywoodiennes viennent alors envahir les écrans français. Cela marque le début de l'hégémonie du cinéma américain en France. Cela s'inscrit dans une américanisation de la France et la naissance par exemple de la nouvelle vague, auquel Tati n'adhère pas du tout. Cette hégémonie impose une vision commerciale et industrielle du cinéma partout dans le monde. La logique économique prime. On peut penser à ces mots d'André Malraux dans Esquisse d'une psychologie du cinéma. Par ailleurs, le cinéma est une industrie. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Les productions de blockbusters atteignent des ampleurs considérables. On a plusieurs centaines de millions d'euros de budget et jusqu'à quelques milliards de bénéfices. D'après le philosophe Guy Debord, la société est devenue la société de l'abstraction. La mondialisation, bien loin de gommer les inégalités, est la dictature totalitaire de l'abstraction. Il parle d'inversion du monde. Le travail abstrait, représenté par la bureaucratie comme le montre Kafka dans Le Procès, a pris le pas sur le travail concret. Et donc l'homme est totalement déraciné, perdu, car sa vie ne se base que sur de l'abstrait. Cela ne lui est absolument pas naturel. Dans La société du spectacle, Debord se confronte à la pensée de Karl Marx qu'il réactualise. Quand Marx disait que la richesse dans un monde capitaliste s'exprimait par une immense accumulation de marchandises, Debord dit qu'elle s'exprime par une immense accumulation de spectacles. Le spectacle est le stade achevé du capitalisme, une idéologie économique de l'aliénation. Le spectacle est l'appareil de propagande du système capitaliste, autant que la base de tous les rapports sociaux. On cherche avant tout à se montrer. Ainsi, ces deux œuvres nous offrent une image différente de l'humanité au XXe siècle, en particulier à travers la société américaine. Ces considérations sociologiques sont aujourd'hui d'actualité dans un monde où le rejet de la mondialisation se généralise, où les conséquences néfastes de la vie moderne deviennent un problème.